Nous sommes jeudi 30 juillet 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en français. D'abord les titres. La jeunesse du parti au pouvoir, certains éléments de la police et du service national de renseignement sont accusés d'être des auteurs de crimes et autres violations des droits de l'homme recensés par l'association des droits de l'homme Ligue ITK la semaine dernière. Selon ce rapport hebdomadaire de la Ligue ITK, 10 personnes ont été tuées. Le prétendu journaliste Kenny Claude Ndouimana incarne l'idéologie réelle du pouvoir. Sinon, il n'aurait pas l'arrogance d'appeler au massacre des Burundais de l'ethnie Tutsi sans être inquiété par la justice. C'est l'analyse d'Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance. Vous allez le suivre dans ce journal. Pour éradiquer la corruption, le nouveau pouvoir au Burundi devrait sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption et doter les moyens financiers et humains suffisants à la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État et l'institution de l'Ombudsman. C'est la contribution de Faustin Ndikumana, expert en économie, à la politique de lutte contre la corruption du gouvernement de Gitega. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Dans le rapport hebdomadaire de la Ligue ITK, 10 personnes ont été tuées, dont une après avoir été violée la semaine dernière. Quant aux auteurs de ces crimes, Anche Nicoya Guizé, président de la Ligue ITK, n'y va pas par quatre chemins. Il accuse la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure, les éléments de la police et du service national de renseignement. La Ligue TK, on vient de sortir un bulletin hebdomadaire 224. Dans ce bulletin, le contenu est qu'il y a 10 personnes tuées, dont 6 cadavres retrouvés d'ici et là. Il y a une personne victime de violences sexuelles. Il y a 3 personnes torturées. Il y a aussi 13 personnes arrêtées arbitrairement. Et le bulletin revient aussi sur les droits économiques qui sont violés pour certains membres de la communauté. Là, c'est les membres du CNR qui se voient refuser de se procurer de l'engrais chimique alors qu'ils en ont droit. Il y a aussi des irrégularités que la Ligue TK a pu observer au niveau des élections collinaires, mais aussi des bureaux des communaux. Au niveau des élections collinaires, on a vu donc qu'il y a les membres du CNR qui ont été rayés des listes des candidats. Et c'est nombreux, donc ça préoccupe aussi la Ligue TK, donc tout ça. Et le bulletin revient aussi sur la marche vers la lutte contre l'impunité. Et là, le bulletin revient sur les bonnes ou les gestes que le gouvernement a fait ces derniers jours dans le sud du pays, surtout dans la province de Rutana et province Makamba, où des présumés auteurs de ces violations, par ailleurs les présumés auteurs qui ont été cités dans les 5 dernières années, mais même aujourd'hui, donc dont les Imbonerakure, les membres de la police, les membres du CNR, les agents du CNR, du moins, mais aussi les administratifs à la base. Donc, la Ligue TK aussi encourage ce geste qu'il faut que le gouvernement continue à montrer favorable à la lutte contre l'impunité. Anche Nicoya Guizé, président de la Ligue ITK, dit ne pas comprendre pourquoi les administratifs à la base se précipitent à enterrer ces corps avant l'identification. Ce qui n'est pas du tout logique, surtout que les hautes autorités ne cessent d'affirmer que la paix règne sur toute l'étendue du territoire. Encore une fois, Anche Nicoya Guizé. Ces derniers mois, on voit qu'il y a beaucoup plus découverte des cadavres. Donc, comme vous l'avez vu dans notre rapport de cette semaine, on a pu documenter 10 personnes assassinées, dont 6 cadavres retrouvés ici et là. Et ce qui inquiète la Ligue TK beaucoup plus, c'est le fait que dans ces gens, ils sont enterrés à la hâte. Il n'y a pas aucune enquête diligente. On voit que l'administration à la base, les Imbonerakure et la police sont mobilisés pour enterrer ces gens sans chercher à savoir
quelle est l'identité de ces personnes, quel a été le motif pour qu'ils soient assassinés. Donc tout ça, on se dit, donc le gouvernement ne veut pas, ils savent la réalité, ils savent qui sont ces personnes. C'est pas, ils savent que ce sont ces personnes. Et la Ligue TK doute aussi que c'est vraiment la continuité de la chasse à l'homme, surtout pour les membres des partis d'opposition qui, ces derniers jours, ont vraiment souffert. Il y a une police qui est mobilisée, il y a les immunoculés qui sont mobilisés, il y a les administratifs à la base, donc difficile de connaître l'identité de ces cadavres, même si des fois on connaît quelques identités. Les propos de Kenny Claude Ndouimana, directeur du journal en ligne Izuba, suscitent toujours des réactions. La dernière en date est celui d'Innocent Mozi, le directeur de la télévision Renaissance, est un peu plus clair. Si Kenny Claude Ndouimana est dans l'impunité totale, c'est parce qu'il exprime l'idéologie de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Suivez-le. J'ai l'impression que les gens cherchent midi à 14 heures. Parce que ce monsieur, cet individu, ça fait des mois, si pas des années, qu'il fait circuler ces messages de haine extrême, ethnique spécifiquement, avec des propos d'un excès difficile à imaginer en termes de haine, au vu et au su de tout le monde au Burundi. Et si ce monsieur, cet individu, est dans l'impunité la plus totale, c'est tout simplement parce qu'il exprime l'idéologie des gens qui sont au pouvoir au Burundi aujourd'hui. Qu'on ne cherche pas d'autres explications. Il n'y a pas 15 explications. Ce que dit ce monsieur est conforme à l'idéologie des gens qui sont au pouvoir au Burundi. Cela explique l'impunité dans laquelle il se trouve. Ceux qui sont dans les circuits un peu plus proches de ce qui se passe dans le pays, ce monsieur passe pour un héros dans pas mal de circuits des gens qui sont au pouvoir. Donc il se déploie comme il veut, il dit les choses qui sont aussi gravissimes que celles qu'il dit, mais simplement parce qu'il sait qu'il est dans l'impunité totale. Vous l'avez entendu sur l'un ou l'autre audio, aller jusqu'à donner des injonctions à des ministres. Hein? Il est connu, tout le monde connaît son adresse sur les réseaux sociaux, son adresse physique dans le pays, il est en permanence, il côtoie des autorités publiques. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il n'a pas de carte de presse que ça change quoi que ce soit. Ils l'entendent, ils savent qu'il est là. Et il est sur le territoire du Burundi. La dame qui avait tenu des propos totalement déplacés sur les Hutus, vous voyez ce qui lui est arrivé. Elle a tenu ses propos une fois, elle s'est excusée 1000 fois, ça n'a pas tenu. Elle est en prison. Celui-là, c'est un multirécidiviste qui tient des propos les plus graves possibles sur les questions ethniques. Et il est là, il est libre. Donc ce monsieur fait ce qu'il fait, est en liberté parce qu'il exprime ce que pensent les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. L'appel de Kenny Claude Ndouimana a pour objectif de préparer les esprits au massacre à caractère ethnique. Encore une fois, Innocent Mozi. Le discours de haine, ce n'est pas un discours pour un discours. C'est préparer les esprits, c'est inculquer une idéologie à une part de la société, même si ça ne prend pas jusque-là, puisque tous les jours on voit que les gens ne marchent pas dans cette idéologie, mais ce qui est terrible, ce qui est grave, le gros risque, c'est de voir qu'on a un gouvernement qui peut s'accommoder de ces choses-là et qui pense ces choses-là, en fait. Ça, c'est le véritable risque. Ce n'est pas parce que les gens aujourd'hui essaient de mettre des masques, sans jeu de mots, essaient de faire semblant de mettre du vernis dans leurs propos, les officiels, je veux dire, mais fondamentalement, qu'un type comme celui-là, qu'un individu comme celui-là tienne ses propos, reste libre, ça signifie ce que ça signifie. Ça signifie que ce gouvernement est capable, un jour ou l'autre, d'enclencher une politique conforme à ce type de propos. N'oublions pas que des officiels, et pas des moindres, un président du Sénat, des ministres, des officiers supérieurs de l'armée, ont tenu des propos pratiquement similaires à ceux de cette personne-là. Donc, le risque, c'est qu'un jour, pour une raison ou une autre, ces choses-là qu'il est en train de dire deviennent la pratique du gouvernement, l'extermination de ceux qu'on considère comme des non-burundais, des étrangers, des chiens, etc., comme il le dit. Innocent Mozi était au micro de Bertrand Ngendakuriyo.
La nouvelle appellation Abataizabo pour désigner les déplacés internes que le pouvoir de Gitega utilise présage une volonté de persécuter les déplacés de l'intérieur du pays qui ont fui les massacres de 1993. C'est la lecture de Diomède Kaboura, le porte-parole de la jeunesse du parti MST. Pour lui, ce langage est une preuve suffisante de l'insouciance des autorités au sommet de l'État aux souffrances des déplacés de l'intérieur du pays qui viennent de passer 3 décennies dans les camps de déplacés. Suivez. Si le président de la République, une autre autorité publique, dit que les déplacés internes sont des gens qui ont quitté à leur volonté les maisons, les collines d'origine, cela veut dire qu'ils ont décidé de quitter les maisons à volonté, sans rien derrière eux. Donc, ça montre que, à coup sûr, ils vont les forcer à regagner les collines d'origine. Alors, si, par exemple, les réfugiés internes disent que ce qui nous a poussé à quitter nos maisons n'est pas encore réglé, le président lui-même, il va dire que qu'est-ce qui vous a poussé à quitter vos maisons? Il a déjà dit ça. Ce sont les Abataizabo. Ils n'ont pas été contraints de quitter les maisons, mais ils ont décidé eux-mêmes de quitter les maisons à leur volonté. Donc, c'est juste, si on essaie d'analyser un peu les propos d'Ondaïchimiye, c'est juste le début de la persécution de ces réfugiés internes. Page économie pour continuer ce journal. Le gouvernement du Burundi devrait d'abord procéder à la sensibilisation de la population sur les conséquences de la corruption. Faustin Dikoumana, expert en économie, l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Selon lui, la corruption est à éradiquer dans le pays car elle est l'ennemi numéro 1 du développement. Faustin Dikoumana a animé cette conférence de presse dans l'objectif de contribuer à la politique de lutte contre la corruption du nouveau gouvernement. D'abord, il faut sensibiliser intensément la population sur les méfaits de la corruption. Là où on a pu combattre la corruption, on a pu lier l'état de la pauvreté et la corruption. C'est-à-dire la corruption est la mère de la pauvreté dans chaque pays. Ici au Burundi, on doit aller avec ce taux de malnutrition inquiétant, cet indice de la faim, ce taux de pauvreté, cette faiblesse de l'équipement scolaire. Et d'ailleurs, les corrupteurs, on essaie de recouvrir de honte en montrant certaines photos qui prouvent l'état de pauvreté dans un pays et en comparant avec leur comportement de pieds sans vergogne, les caisses de l'État à un niveau de milliards et de milliards. Donc il faut décourager, il faut sensibiliser, réveiller la conscience citoyenne. Et aussi renforcer la capacité de la population sur ce que c'est la corruption. Parce que quand on parle de la corruption, beaucoup de gens voient directement la petite corruption, et monnaie, le service public, mais il faut aussi penser aux grandes infractions, la grande corruption qui sont commises dans les hautes sphères de l'État, qui sont même plus dangereuses et qui finissent par menacer la stabilité institutionnelle. Il faut revisiter aussi les lois, parce que beaucoup de corrupteurs et de corrompus se cachent derrière les lacunes de la loi. Donc l'amélioration du cadre légal reste fondamentale dans la lutte contre la corruption. Un cadre légal amélioré qui frappe tous les corrupteurs sans exception aucune. Et ici, un grand travail avait été déjà abattu, même un document de référence. Et là, le gouvernement devait s'en inspirer pour avoir un cadre légal standard aux principes internationaux qui aide vraiment à la lutte contre la corruption avec force. Troisièmement, il faut aussi rendre la machine répressive opérationnelle. Ici, c'est la justice qui est interpellée. On entend depuis Berlirette, tous les ministres de la justice qui arrivent disent « je vais combattre la corruption », mais à chaque instant, on dit qu'on repart, qu'on retourne à la case départ. Pourquoi? Donc la justice nécessite des réformes profondes. Aussi, il faut renforcer les institutions de contrôle et d'investigation. Parce que les corrupteurs et les corrompus utilisent souvent les procédures complexes pour dissimuler les actes de corruption. Il faut alors des experts aussi pour faire des investigations
pour démasquer ces corrupteurs et ces corrompus. Il faut aussi renforcer les actions de prévention. Pour lutter contre la corruption, il faut vraiment renforcer les actions de prévention, notamment systématiser le principe de déclaration des biens des mandataires publics et le rendre obligatoire. Autre principe de prévention, c'est l'interdiction du principe de donation des cadeaux aux mandataires publics. L'accès à l'éducation et aux ressources financières sont parmi les piliers qui peuvent émanciper la femme burundaise et la pousser à participer dans les instances de prise de décision. L'analyse est du Dr Pascal Nyonguru, chercheur à l'université de Coventry en Angleterre. Selon lui, ces deux aspects sont indispensables pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Suivez. Le manque à l'accès des ressources, là je parle des ressources financières, les ressources humaines, je veux dire l'éducation, une forte éducation, les ressources physiques, les terres, l'accès aux terres, je veux dire, l'accès au crédit bancaire ou aux microfinances, si vous voulez, mais aussi notre tradition où les institutions formelles et informelles, sociales, formelles et informelles, et formelles, c'est nos traditions qui nous obligent, qui nous dictent, qui nous disent que la femme, son rôle, c'est le ménage, c'est justement élever les enfants, c'est donner au monde, ne pas parler publiquement, ne pas respecter les hommes. Voilà, donc les institutions formelles, c'est les instructions, les structures économiques du pays, les lois sur le mariage, les lois sur, comment dirais-je, les lois sur le système éducatif. Donc, ces deux piliers, ou obstacles si vous voulez, l'inégalité dans l'accès aux ressources et les institutions qui nous bloquent ou qui bloquent les femmes justement à être présentes dans toutes les sphères. Page justice pour clore ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 283 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de le maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Halerimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.